Bienvenue dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble. Il était une fois la colonisation. Alger a un nouveau maître, de nouveaux chefs de la police, de nouveaux chefs de la marine, de nouveaux ministres des Finances qui ne s'appellent plus Khaznadji. L'or d'Alger a été embarqué en direction de la France, où un nouveau roi inaugure son règne en se résignant au drapeau républicain et en acceptant les lingots barbaresques. Dans Alger ouverte et vendue, le maréchal de Bourmont adresse un discours aux Algérois. Il leur dit « Vous ne craignez rien. La guerre que nous la faisons contre le pacha qui vous a persécuté. Notre présence sur votre territoire n'est pas pour vous faire la guerre, à vous qui ne craignez rien. » Encore un discours. Mais qui a bien pu croire à celui-là? L'expédition d'Alger comptait pas moins de 8 généraux et une centaine d'officiers, 103 bâtiments de guerre, 37 000 soldats, une artillerie lourde et une logistique impressionnante. Toute cette armée pour abattre un seul homme, le Dey Hussein? Allons donc, restons sérieux. La France a débarqué en Algérie pour y faire la guerre aux Algériens. Voilà la vérité que le maréchal de Bourmont cache derrière son beau discours. Voilà la vérité qui éclate aux yeux des Algériens qui optent pour 2 types d'actions, les armes et les discours. Tandis qu'à l'est, le bey de Constantine tient bon, la bannière de l'émir Abdelkader commence à se déployer dans l'ouest. Au centre, les tribus de l'Algérois ne restent pas inactives. Elles se réunissent à Tamantefoust le 23 juillet 1830 afin d'unifier leurs rangs et passer à l'offensive. Au plan international, l'Angleterre voit d'un mauvais œil la France prendre pied au Maghreb. De son côté, l'Empire ottoman engage des négociations diplomatiques pour se faire restituer sa province algérienne. En France même, un important courant anticolonialiste manifeste sa désapprobation. Toute cette agitation, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, montre la gravité de l'expédition d'Alger. La France se trouve au pied du mur. Alger est prise, mais que faut-il faire maintenant? Faut-il se contenter de cette occupation restreinte? Faut-il se retirer? Faut-il poursuivre la guerre et coloniser le pays? Toutes ces questions ont été posées en un temps où l'on peut estimer que l'expédition d'Alger n'avait pas déclenché un processus irréversible. Pour l'instant, l'histoire est encore en devenir. Du moins, certains le croient. En 1830, Hamdan Khoja a 58 ans. Il a occupé les fonctions de conseiller du Dey d'Alger jusqu'à l'expédition d'Alger. Contrairement à beaucoup de ses compatriotes qui ont pris le chemin de l'exode, Hamdan Khoja décide de rester en Algérie. Grand propriétaire foncier dans la Mitidja et grand commerçant, l'homme est très riche. Il espère sauver ses biens et les garder malgré la nouvelle donne historique. Lettré et cultivé, Hamdan Khoja est un admirateur de la France des Lumières et de son discours sur les droits de l'homme. Attaché à la civilisation islamique, séduit par la modernité, Hamdan Khoja ne voit pas d'un mauvais œil le débarquement des Français en Algérie. L'État turc a révélé ses faiblesses et ses limites, rendues instables par la violence et le crime. À Alger, la prise de pouvoir s'est souvent réglée sur le mode sanglant en une succession de meurtres programmés. Peut-être, avec les Français,
Apprendra-t-on des méthodes de gouvernance plus modernes et plus libérales? C'est ce que croit Hamdan Khoja, c'est ce qu'il dit dans un ouvrage qui a pour titre Le Miroir. Il faut lire ou relire Le Miroir de Hamdan Khoja, non pas pour y voir un homme qui pourrait apparaître comme un collaborateur des Français, ou bien un matérialiste désireux de sauvegarder ses intérêts personnels en Algérie. Ce serait trop facile et oublier que l'homme était sans doute sincère. Sincèrement, Hamdan Khoja s'est laissé tromper par la lecture de livres qui parlaient en français de progrès humain, de civilisation respectueuse de l'homme, tandis que l'armée coloniale faisait le contraire sur le terrain. Ne jugeons pas Hamdan Khoja. Il a cru en ce qu'il pensait être le meilleur pour lui et son pays dans une conjoncture précise. Qui peut se targuer de voir juste, toujours, au bon moment? Hamdan Khoja a fini par prendre le chemin de l'exil. Il est mort ruiné à Istanbul. Il nous laisse un discours à méditer dans un ouvrage qui s'appelle Le Miroir. Regardons-nous dans le miroir de Hamdan Khoja, droit dans les yeux, sans frémir. L'histoire ne nous fait pas peur si on décide de la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire un miroir, mais un miroir qui n'est pas ordinaire, un miroir florentin, formé d'un assemblage de nombreux petits miroirs. Autant d'images, autant de vérités, droit dans les yeux. Au revoir et à bientôt dans le monde qui nous rassemble.